Bonjour, je vous présente le cours relatif à l'état de la matière, qui est très utile pour la compréhension des risques technologiques. Dans ce cadre, on va traiter les points suivants. L'état de la matière, solide, liquide et gaz, les molécules, les atomes, la classification périodique des éléments, les notions de corps pur simple ou corps pur composé, la notion du mélange et le diagramme d'état d'un corps pur. Non, si l'on fait un zoom sur la matière, on trouve la molécule qui constitue la structure de base de la matière et elle comprend plus d'un atome. Comme vous le voyez ici, les atomes sont schématisés en couleurs différentes, rouge, bleu, avec des liaisons. La classification périodique des éléments est représentée dans le tableau périodique des éléments qui permet de définir la localisation de l'élément chimique, de reconnaître la constitution électronique de l'atome, de définir son comportement chimique et de prévoir les réactions chimiques. Voilà. C'est en effet le rôle du tableau périodique des éléments qui est accessible sur Internet. Si on fait encore un zoom sur l'atome, on constate qu'elle est constituée des éléments suivants. Les électrons et les neutrons. Les électrons qui orbitent autour du noyau et sont chargés négativement, alors que leur masse est quasiment négligeable. Il est à l'ordre de la puissance de 10 à la puissance moins 31 kg. Pourtant, les neutrons et les protons constituent la masse de l'atome. Ils sont 1800 fois la masse de l'électron. Pour le neutron, il a une charge nulle, contrairement au proton qui a une charge positive de l'ordre de 1,6 fois 10 à la puissance 19, qui est égal à la charge de l'électron en module, mais avec un signe opposé. On passe maintenant à la notion du corps pur. Les corps purs, ce sont des corps composés des molécules identiques, donc ils ont des propriétés physico-chimiques constantes, comme il est ici. Aussi, on distingue les corps purs simples, exemple le fer, l'aluminium, etc., et les corps purs composés constitués d'atomes de différentes natures, exemple l'eau, qui est composée d'H2O. Concernant les mélanges, ce sont des corps composés de molécules différentes. Bien sûr, ils n'ont pas de propriétés physico-chimiques constantes. On distingue dans ce cas un mélange homogène et un mélange hétérogène. Pour l'hétérogène, les constituants du mélange sont distingués à l'œil nu. Pour ce qui est de l'état de la matière, selon son état, une substance chimique peut présenter des risques différents à l'échelle macroscopique. Il existe 3 états, à savoir solide, liquide et gazeux. Pour les 2 derniers cas, liquide et gazeux, on peut les regrouper sous le terme fluide. Pour cette diapositive qui représente la structure de la matière dans les différents états, l'état solide est caractérisé, comme vous le voyez ici, par une structure organisée des molécules. Quant à l'état liquide, on constate que les molécules restent en contact les unes des autres et donc la matière est continue. Pour l'état gazeux, on trouve que les molécules occupent tout le volume de l'enceinte qui les renferme. Maintenant, pour la structure de la matière, la représentation suivante
Elle schématise la structure de la matière en montrant la nature des liaisons entre les molécules. Pour le cas du solide, comme vous le voyez ici, la glace, les liaisons sont fortes avec une structure organisée. Pour l'eau, à l'état liquide, les liaisons sont faibles, dont 80% sont des liaisons d'hydrogène. Pourquoi une liaison d'hydrogène? Parce que tout simplement, l'atome d'hydrogène, il est lié avec l'atome électronégatif de l'atome de l'oxygène. Il ne reste donc le cas de la vapeur, qui est caractérisée par la présence d'atomes ou de molécules très faiblement liées, très faiblement liées, ou bien, si j'ose dire, sont quasiment indépendants. Comme j'ai déjà souligné avant, l'état de la matière solide, l'état solide est caractérisé par des liaisons fortes entre les molécules, sont des liaisons mécaniques, une structure organisée, comme vous le voyez vous-même ici, les molécules sont bien en ordre et la structure organisée est en ordre, elle donne une forme au solide. Pour l'état liquide, la liaison entre les molécules sont faibles, les molécules restent en contact les unes des autres, la matière est continue et elle prend la forme du récipient dans lequel on la place. Dans l'exemple des vagues dans la mer, elles prennent la forme, elles sont souples, elles prennent la forme qu'elles ont. Maintenant, pour l'état gaz, on constate que pas de liaison entre les molécules. Les molécules occupent tout le volume qui les contient. Elles se déplacent à une vitesse proportionnelle à la température. Et en effet, plus la température augmente, plus la vitesse de déplacement est grande. Elles sont en effet agitées par la température. Maintenant, on va parler de la notion de la pression qui est définie comme étant la force exercée par unité de surface. Ça, on le sait très bien. Dans le cas d'un gaz, elle traduit la force du choc des molécules sur la surface du paroi de l'enceinte qui renferme le gaz. Elle s'exprime en kilogrammes centimètres carrés comme elle peut être exprimée par l'unité Pascal ou bar, c'est la même chose. Lorsque la température augmente dans l'enceinte, la vitesse des molécules augmente. La vitesse des molécules augmente. Elle heurte plus souvent et plus fortement les parois. C'est ainsi que la pression est générée. C'est la pression en interne du réservoir, elle augmente en fonction de la vitesse des molécules et la force qu'elle exerce sur les parois. Dans une enceinte de volume V, contenant n mol de gaz, parce que pour la matière, on parle de nombre de moles, la pression et la température sont liées par la formule PV égale à nRT. Cette loi elle est indépendante de la nature de gaz. Il faut bien se souvenir de cette équation parce qu'elle est très importante pour les cours qui vont être dispensés dans cette formation et qui sont nécessaires pour le calcul des cas, des scénarios d'accident, pour des scénarios d'accident, à savoir l'explosion, l'incendie. Nous allons toujours parler de cette équation qui est très utile. Pour le R, il est donné, c'est une constante qui est égale à 8,31 avec cette unité joule mol-1 Kelvin-1. Maintenant, on passe vers la notion de masse molaire. La masse, pour son calcul, si on prend l'exemple de H2O, alors si on prend l'exemple de H2O, pour ce calcul,
la masse molaire égale à 2 fois la masse de l'atome d'hydrogène plus 1 fois la masse atomique de l'oxygène. Et pour ce calcul, on aura besoin du tableau périodique qui présente la classification périodique des éléments. Aussi, pour s'entraîner à ce calcul, par exemple, l'hydrogène sulfuré H2S, la masse molaire est égale 2 fois la masse atomique d'hydrogène plus 1 fois la masse atomique du soufre. Le résultat est donc 2 fois 1, c'est la masse atomique d'hydrogène, plus 32 qui est la masse atomique de soufre. Le résultat est égal à 34. Vous pourrez vous faire le même exercice pour le butane. La pression est définie. Alors, pour le diagramme de phase visualise le changement d'état de la matière en fonction, bien sûr, de la température et de la pression. On trouve l'état solide, liquide et l'état gazeux. Alors, on parle toujours du même diagramme. Les éléments nécessaires sur ce diagramme sont identifiés, les éléments nécessaires pour la compréhension du changement d'état de la matière, notamment le point triple, celui-là, le point critique en vert et les 3 courbes, la courbe 1, 2 et 3. C'est quoi la TT? Température triple qui correspond à le nœud de raccordement des 3 courbes. La température de fusion, toujours associée à la pression atmosphérique. La température d'ébullition associée à la pression atmosphérique. Pourquoi ébullition? Parce qu'on était à la phase liquide et on va migrer vers la phase gazeuse. Alors, ce qu'on appelle, c'est la température nécessaire pour ce transfert d'état, ce changement d'état. Et on a aussi la température ambiante pour associer à la pression atmosphérique et la température critique qui est très importante. Il faut faire attention à la température critique qui est la projection du point critique sur l'abscisse de température et la pression correspondante, on appelle pression critique. Alors, ce diagramme d'état aussi, c'est le même que celui présenté dans la diapositive précédente. Pour la courbe numéro 1, il sépare les 2 phases solide et liquide. En passant du solide vers le liquide, on appelle fusion. On pourrait faire le chemin inverse, c'est la solidification, du liquide vers solide. Ou bien, pour la courbe numéro 2, on a parlé de vaporisation du liquide vers le vapeur. Si on fait le chemin inverse, c'est la liquéfaction. Pour la courbe numéro 3, soit on passe du solide vers la vapeur, ce qu'on appelle la sublimation, ou chemin inverse, condensation. Ces termes, il faut bien les tenir en tête. C'est très important. C'est le jargon des chimistes. Au niveau du point triple, invariant, celui-là en bleu, les 3 phases coexistent, solide, liquide et vapeur. Ça, c'est la particularité de la matière. Lorsque l'on se positionne sur l'une des 3 courbes monovariantes, qu'est-ce qu'on va y avoir? Si on est ici, sur cette courbe numéro 2, on aura à la fois liquide et vapeur. Si on est sur la courbe numéro 1, on aura à la fois solide et liquide. C'est pour cette raison qu'on appelle une courbe monovariante. On a les deux phases en même temps. En tout autre point du diagramme, on se positionne ici ou ici ou ici, on a une seule phase, on appelle l'état monophasique. La courbe de vapeur de pression, de vapeur saturante, séparant
l'état liquide est gazeux et limité par le point critique auquel est associée une température critique et une pression critique. Au-delà de température critique, l'état liquide n'existe plus. On a une phase gazeuse permanente. Il faut bien se souvenir de cette expression. Je vais la répéter pour vous mettre l'accent sur ce passage. Je reviens sur le diagramme. On parle bien sûr de cette courbe. C'est la courbe PVS. Alors, dans ce cas de figure, on a deux scénarios. Le premier concerne les gaz dont la température critique est supérieure à la température ambiante. Je répète, température critique est supérieure à la température ambiante. Lorsqu'on comprime le gaz, on peut atteindre la courbe de PVS. Je reviens. La température critique est supérieure à la température ambiante. Si on comprime le gaz, ça veut dire on continue à comprimer en augmentant la pression, on va toucher la courbe de PVS. C'est ça ce qu'on voulait dire dans ce paragraphe. Dans ce cas, on le liquéfie. C'est bien ça. On comprime à la température ambiante, on est sur la courbe, on a à la fois le liquide et la vapeur. Pour le deuxième scénario, le cas de température, le TC, est inférieur à la température ambiante. Lorsqu'on comprime le gaz, je reviens sur le diagramme, le TC, il est inférieur à la température ambiante. Ça veut dire que la courbe numéro 2, elle est limitée à ce point-là. Qu'est-ce qu'on va y voir? On ne peut pas atteindre la courbe de PVS. Ça, c'est clair. Lorsque le TC est inférieur à la température ambiante, la courbe est limitée à ce point-là ou quelque part ici, à la température ambiante, même si on comprime, on ne va pas se frotter ou bien on ne va pas trouver la courbe PVS. Alors, puisque l'on se trouve dans le domaine de la phase gazeuse permanente, on ne pourra pas avoir deux phases en présence. Le gaz n'est pas liquéfiable à température ambiante. Le cas de l'azote. Alors, ces diagrammes, il s'agit des cas d'exemple pour des types de matières. Pour ce diagramme et pour sur le méthane, l'élément important sur lequel on doit mettre le doigt, c'est le point critique. Le point critique, il est associé à la température de moins 82 Celsius. Vous imaginez, moins 82, c'est le point critique, c'est la température critique. Ça veut dire au-dessus de cette température, on ne peut pas trouver la courbe PVS. Ça veut dire qu'on ne peut pas liquéfier le méthane à une température ambiante. Si on voulait le stocker, il faut le comprimer. Pour l'acétylène, pour le stocker, il faut le comprimer, bien sûr, à température, parce qu'on doit l'utiliser. Le diagramme de l'acétylène, le plus important, sur le point le plus important sur lequel on doit se focaliser, c'est le point critique, toujours. Elle est associée à une température de 35 degrés. C'est supérieur à la température ambiante, qui est à l'ordre de 25 degrés. Alors, la température ambiante, ici en Kelvin, équivalent à 273,15, 273,15. Alors, on est largement, la température critique est supérieure à la température ambiante. Ça veut dire qu'on peut on peut toucher la courbe PVS. Elle est dans cette fourchette de 49 bars. Ça veut dire qu'on est ici. À cette température, on pourrait avoir la liquéfaction. Pardon. Alors, le diagramme du propane, à son tour, pour le point critique, elle est à 97 Celsius. Elle est largement supérieure à la température critique, la température ambiante. Ça veut dire qu'on peut toucher la courbe de PVS on peut toucher la courbe de PVS à une pression de 9,5 bars.
C'est bien ici. Et ça correspond à une température ambiante. Si on fait si on descend sur l'abscisse de température, on descend sur la température ambiante. Alors, pour la nature des stockages des gaz, la nature du stockage des gaz dépend de leurs propriétés physiques. Pour l'azote, qui n'est pas liquéfiable à température ambiante, parce que la température critique est inférieure à la température comme mentionné auparavant, autrement dit, à température ambiante, l'azote se trouve dans le domaine de la phase gazeuse permanente, donc nécessite un stockage monophasique. Pour le butane, elle est liquéfiable à température ambiante, donc elle est stockée à l'état biphasique. C'est-à-dire on peut toucher la courbe PVS. On trouve aussi le stockage dans un support poreux. Le cas de l'acétylène dans l'acétone, parce que l'acétylène, il dissout il dissout parfaitement dans l'acétone. Le cas des gaz dissous, ça me rappelle de l'eau gazeuse, des boissons gazeuses. Lorsqu'on ouvre la bouteille, il y a la formation des bulles. Ça veut dire qu'il y a un dégagement du gaz de la bouteille. C'est un gaz qui a été dissous. L'état de la matière, maintenant, pour l'azote. Lorsqu'on ouvre le robinet, le gaz s'échappe. L'azote, on dit qu'il est stocké à l'état monophasique. Il est comprimé. Lorsqu'on ouvre, on pourrait dire qu'il est déjà à la pression de 200 bars. Lorsqu'on ouvre le robinet, qu'est-ce qui va se passer? Le gaz s'échappe en se détendant de la pression de stockage à la pression atmosphérique, en se détendant de la pression de stockage ici, elle va diminuer en fonction de temps, bien sûr, jusqu'à une pression atmosphérique. La pression de la bouteille décroît selon la loi de Mariotte jusqu'à 1 bar. C'est ça, la loi de Mariotte, PV égale RT, c'est la loi de Mariotte, jusqu'à 1 bar. Mais il faut faire attention. Lorsqu'on atteint cette valeur, la bouteille ne débite plus, mais il n'est pas vide, parce que c'est un gaz comprimé. Et la température critique, elle est inférieure à la température ambiante. Si on fait le recul dans le diagramme d'état, ça veut dire on trouve toujours, il y a une fourchette. On est toujours dans la phase gazeuse, même si on est à température ambiante. La bouteille ne débite pas, parce que la pression à l'intérieur de la bouteille est égale à 1 bar, qui égale la pression ambiante aux alentours, c'est 1 bar. On n'a pas cette différence de potentialité. C'est pour cette raison, on n'a pas de transfert. Le gaz ne débite plus. Mais il existe toujours dans la bouteille de gaz, parce que le TC, elle est inférieur à la température ambiante. Je passe pour l'autre cas de figure, pour le cas du gaz liquéfié, c'est le cas du butane. On pourrait rappeler du butane utilisé dans la cuisine, dans notre cuisine du quotidien. Le gaz se détend de la PVS. Ce qu'on dit liquéfiable parce que déjà, on est sur la courbe. Les deux états coexistent, liquide et gazeuse, à l'état de pression atmosphérique. La chute de pression dans la bouteille générée par la fuite est compensée par l'ébullition de la phase liquide. Peu à peu, la température diminue dans la salle. Lorsque la phase liquide disparaît, on se trouve dans le même cas pour un gaz comprimé. La variation de la pression sur la loi de Mariotte. Maintenant, le cas des rejets, c'est très important aussi. C'est très important. Il faut bien suivre et il faut bien maîtriser ce passage. Lorsqu'on a une fuite en phase liquide, il faut distinguer entre deux cas. Soit la température à la sortie du gaz, elle est supérieure à la température d'ébullition, température à pression atmosphérique. Dans ce cas, la température critique et la température de sortie elle est supérieure à la température d'ébullition, ça veut dire qu'on va avoir à la sortie de la brèche la phase liquide et la phase gazeuse.
Le gaz, bien sûr, il va constituer un nuage gazeux. Le liquide, lui aussi, il va suivre le chemin par l'évaporation pour constituer le nuage gazeux. Même chose pour le cas de la température de sortie, il est inférieur à la température d'ébullition, ça veut dire qu'il va continuer à se déverser à la phase liquide, mais avec des conditions si les conditions de température à l'externe augmentent, on pourrait avoir l'évaporation par la suite, la formation de nuages gazeux. C'est la même chose pour maintenant, c'est facile pour comprendre la fuite en phase gazeuse si directement on tombe sur le nuage gazeux et par la suite une dispersion qui est asphyxiant, des problèmes des problèmes de toxication et autre chose. Maintenant, pour le cas de réaction chimique. Dans cette réaction chimique, les atomes, on a deux atomes, A et B, se réarrangent pour former de nouvelles molécules, c'est celle-là. Parce que atome plus atome, la molécule est constituée au minimum de deux atomes. En partageant, comme vous le voyez ici, un électron chacun de leur couche externe. Je montre ici, ce sont des couches externes, les électrons orbitent dans les couches externes et les atomes changent et partagent d'électrons en constituant un double électron liant les deux atomes. Pour présenter les réactions, pour présenter les phénomènes qui ont eu lieu au cours d'une réaction chimique, une équation doit être dressée. D'après les équations chimiques, l'énergie d'une réaction de combustion sera maximum lorsque tous les réactifs auront réagi. Il s'agit dans ce cas de la réaction de méthane et de propane. Alors, l'énergie de réaction d'une réaction de combustion sera maximum. Dans quel cas? C'est lorsque tous les réactifs seront complètement, sont tous engagés dans la réaction. Alors, dans ce cas, on aura une énergie de réaction de combustion au maximum. Les divers éléments constitutifs du réactif auront atteint leur degré d'oxydation maximum. C'est le cas du carbone et de carbone qui forme plus de liaisons avec des atomes électronégatifs pour remplir ces couches externes. Donc, dans l'exemple du propane, celui-là, à une température donnée, un volume de propane se combinera avec 5 volumes d'oxygène. D'où vient ce 5? C'est tout simplement ce 5-là. 5 volumes d'oxygène, c'est ce 5. Alors, pour un volume molaire de propane, 1, on a l'élément 1 ici, se combinera avec 5 volumes d'oxygène, c'est ici. On dira que la réaction s'est produite dans les conditions stoichiométriques. 1 ici avec 5. Donc, dans l'air, on sait très bien que l'oxygène, il forme juste 20% du pourcentage dans l'air. Alors, combien on aura besoin de pourcentage d'oxygène pour remplir ces conditions de stoichiométrie? Il faut multiplier par 5. 5 fois 20%, c'est 100%. Alors, il faut multiplier ce volume 5 par 5. On obtient le 25 volumes. C'est d'ici que ça vient ce chiffre. Pour que la combustion soit maximum. Ou bien, on va réfléchir sur la concentration de propane, mais cette fois-ci, il faut diviser tout simplement par le coefficient 25. Je vous remercie pour votre attention.